mon grand-père me disait souvent, il y a deux manières de traverser le désert, parce qu'il était passionné de désert. La première, j'y vais seul, et je vais vite. Et la seconde, on va ensemble, et on va très loin. Tout cela pour dire, en fait, la présence, votre présence à la FFRC, c'est une manière d'aller le plus loin possible ensemble. Alors, pour peut-être que nous puissions aller tous ensemble, il y a certainement de nouvelles personnes qui participent pour la première fois à ce congrès, juste pour donner quelques articulations. Atomique, c'est le nom de sa radio. Hein. C'est une radio locale, associative. Située dans les Hautes-Pyrénées, pas très très loin de Lourdes. Sa radio fait partie d'une fédération régionale. Lara. Et Lara fait partie de la CNRA. C'est ça. Comme nos radios font partie aussi de fédérations régionales, et il est très important que vous soyez impliqués dans ces fédérations régionales, et puis vous représentant dans votre spécificité, la FFRC, les radios chrétiennes. Et en tant que radio chrétienne, donc, nous faisons partie aussi de la CNRA, donc, qui est cet organisme associatif qui défend vos intérêts auprès des différents ministères. Et comme l'a bien dit Yvon, et comme l'a répété à la fois Jean-Claude et Jean-Marc, il est extrêmement important que nous soyons représentés, présents, sinon on va perdre du terrain. Les différentes instances aujourd'hui, il y en a une dont va nous parler Jean-Marc, qui a connu une mutation, une transformation. Ça arrive souvent dans les partis politiques, quand on veut soi-disant passer à une ère nouvelle, on change de nom. Est-ce qu'il en est de même pour le CSA qui est devenu l'ARCOM? Donc Jean-Marc Courrèges est celui qui défend nos intérêts et qui est l'interlocuteur pour la CNRA avec l'ARCOM. Voilà, au niveau de l'ARCOM, il faut savoir que ça a évolué depuis le 1er janvier, puisque l'ARCOM regroupe deux entités. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que nous avons bien connu, et aussi Adopi, qui avait des missions de surveillance d'Internet, notamment en ce qui concernait les droits des acteurs musicaux ou cinématographiques. Donc désormais, c'est l'ARCOM qui chapeaute tout ça. Depuis le 1er janvier, il y a eu la mise en place de nouveaux services au sein de l'ARCOM, ce qui a ralenti aussi pas mal de dossiers. Vous avez dû voir que sur le calendrier de la mise en appel aux candidatures, qu'il s'agisse de la FM ou alors de la radio numérique, il y a eu pas mal de retards qui ont été pris par l'institution, par l'autorité de régulation. C'est parce qu'il a fallu aussi réaménager administrativement cet énorme ensemble qui se trouve Tour Mirabeau ici à Paris, avec donc de nouveaux services qui ont été créés et de nouvelles missions qui ont été confiées donc au CSA. Et parmi ces nouvelles missions, il y a bien évidemment la surveillance d'Internet, sujet d'actualité le plus récent, et vous avez dû certainement entendre parler de ça, c'est l'ARCOM qui se bat pour limiter l'accès de certains sites à un public mineur. Il s'agit notamment de sites pornographiques. Il y a eu 5 sites qui ont été assignés par l'ARCOM et qui devaient normalement être arrêtés. Il y avait même une action en justice qui avait été menée, et une action qui a été quelque part un tout petit peu retardée, je dirais pas déboutée, mais en tout cas il va falloir que l'ARCOM revoie sa copie sur la manière de procéder en ce qui concerne en tout cas quelque chose qui ne nous concerne pas, Internet. Donc via Internet, bien évidemment, l'ARCOM va aussi regarder ce qu'il se passe au niveau des web radios. Alors ça c'est un autre accord, parce que là c'est Farid Boulassel qui est aussi l'un des coprésidents de la CNRA. C'est que nous avons aussi des accords avec la SACEM. Et il y a donc des évolutions, parce que, ça on en reparlera dans la discussion de cet après-midi, il y a une véritable mutation des différents métiers
de la radio. La radio, ce n'est plus du linéaire, c'est aussi une radio que l'on écoute en écoute déportée. Il y a aussi des podcasts natifs bien spécifiques à Internet. Donc tout ça, c'est aussi des accords qu'il faut signer, de nouveaux accords qu'il faut signer avec la SACEM, et c'est en cours de finalisation. Et Farid Boulassel vous en dira certainement beaucoup plus lors des états généraux de la CNRA. Là, je fais un tout petit peu de publicité, qui se dérouleront à la fin du mois d'octobre à Nancy. Et il est très important que vous puissiez assister à ça. Il y a différents ateliers qui seront proposés, des rencontres aussi avec la DGMIC, peut-être la ministre de la Culture également. Il y aura certainement Marlène Schiappa, qui s'occupe de l'économie sociale et solidaire, qui sera présente lors de ces états généraux. Donc il est primordial, bien évidemment, de montrer quelque part notre force, c'est-à-dire notre présence lors de ces états généraux, pour faire peser un poids qui est toujours nécessaire au niveau des différentes discussions que l'on peut avoir avec les institutions. Donc l'ARCOM, c'est une institution. Il y a eu quelques évolutions au niveau de toute la direction du média radio. Vous avez toujours les mêmes interlocuteurs pour l'instant. Roch-Olivier Mestre est le président de l'ARCOM. Le conseiller en charge, et qui est président de l'atelier radio au niveau de l'ARCOM, il s'agit de monsieur Hervé Gotcho. Le directeur, c'est François-Xavier Mélon, épaulé par François-Xavier Bergot également. Je sais que pour s'occuper de tous les CTA en région, c'est aussi Renaud Cazès qui s'occupe de ça. Donc nous, au niveau de la CNRA, et c'est peut-être le pourquoi de ma présence ici, c'est qu'à chaque fois, lorsque vous avez un problème, lorsqu'il faut préparer un appel aux candidatures d'un point de vue technique ou administratif, vous pouvez bien évidemment nous faire remonter vos difficultés ou alors vos remarques par rapport à un plan de fréquence qui aurait été publié, pour que nous, on puisse agir, je dirais pas en haut lieu, mais c'est en tout cas au niveau de l'institution, pour faire bouger les choses, même si c'est quand même assez difficile de faire bouger certaines choses. Juste en ce qui concerne le DAB+, par exemple, nous avons un mode de calcul qui est totalement différent de celui proposé par l'ARCOM, en tout cas que l'ARCOM présente au niveau du gouvernement. Nous estimons que les radios associatives ont perdu du terrain par rapport aux radios commerciales, et notamment par rapport aux radios nationales, les radios thématiques nationales, les radios de catégorie D, et à notre détriment. Et notamment, puisque le calendrier a été fait ainsi, c'est que les premières zones qui ont été mises en appel et qui ont été pourvues sont des zones à fort potentiel économique, puisqu'il s'agit de métropoles ou de grosses agglomérations. Et là, on s'aperçoit que, alors que 25% de la ressource était allouée aux radios associatives en FM, ça faisait l'objet de discussions au milieu des années 90. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot de Yalta des fréquences. C'était à l'époque où les réseaux nationaux rachetaient à tour de bras les radios locales, qu'elles soient commerciales ou associatives, pour constituer des réseaux nationaux. Et donc, il y avait une véritable hémorragie, fin des années 80, début des années 90, au niveau des radios associatives. Et donc, il a été mis en place un Yalta des fréquences où une part de la ressource hertzienne disponible devait normalement être allouée aux radios de communication sociale de proximité. Dans les discussions, même si ce n'est pas inscrit dans la loi ou dans le marbre, normalement, c'était entre 20 et 25% de la ressource qui devait être allouée aux radios associatives. Et on s'aperçoit, en tout cas selon nos calculs, et je vais vous expliquer la différence de ce calcul, c'est qu'on s'aperçoit que les radios associatives ne représentent plus que 10 à 12% de la ressource disponible en DAB+. Alors pourquoi cette différence ? Tout simplement parce que l'ARCOM, l'autorité de régulation, fait son calcul sur la base des autorisations. C'est important. Nous faisons notre calcul par rapport au choix, par rapport à l'offre radiophonique proposée aux auditeurs d'une zone géographique donnée. Un exemple tout bête, je suis sur Tarbes, je suis sur Pau aussi, je vais donc avoir 2 autorisations en DAB+. Eh bien, je vais peser plus fort que Énergie, par exemple, qui va être présente partout en France via les allotissements nationaux. Parce que sur les allotissements nationaux, ce n'est considéré que comme étant une seule autorisation
pour plus de 200 émetteurs. Voilà. Donc pour nous, je ne vais pas paraphraser une comédienne, mais le calcul n'est pas bon. Et donc c'est vrai que très souvent on est en conflit avec l'ARCOM par rapport à ce calcul qui nous semble à minima erroné. En tout cas, nous considérons que notre mode de calcul est le plus honnête pour représenter la diversité du paysage radiophonique sur une zone bien donnée, puisque c'est le plus important, c'est l'offre radiophonique qui sera proposée aux auditeurs d'une zone bien déterminée. Et on ne voit pas pourquoi, alors que c'était d'actualité en FM, pourquoi ça ne le serait plus en DAB+. Donc c'est pour ça que nous allons faire d'autres propositions. Il y a aussi, d'un point de vue technique, le Small Scale DAB. Alors le Small Scale DAB, qu'est-ce que c'est ? C'est à peu près un périmètre équivalent d'un allotissement local en DAB+. C'est peut-être avoir une protection de cette fréquence moindre par rapport à un allotissement. Le danger, c'est de nous mettre dans une réserve d'Indiens sur laquelle nos radios seraient totalement inaudibles. Donc là, il faut que nous soyons méfiants par rapport à ça. La CNRA se mobilise pour demander l'expérimentation de Small Scale DAB, d'Half Scale DAB, je suis désolé pour les anglicismes, c'est-à-dire qu'un multiplex, au lieu qu'il y ait 13 radios, qu'il n'y en ait que 6, mais peut-être avoir des solutions techniques qui permettraient d'approcher des fréquences sur 2 zones contiguës. Et également, nous demandons un élargissement de la bande 3 qui accueille le DAB+, qui s'arrête actuellement à 223 MHz, qu'elle puisse progresser jusqu'à 230 MHz, comme c'est d'ailleurs factuel au niveau, et ça fonctionne très bien au niveau des autres pays européens, mais nous on s'arrête à 223 MHz, parce que cette bande de fréquence est aussi réservée à l'armée. Donc là, il faudra qu'on aille voir également Madame la Première ministre pour pouvoir faire évoluer les choses, puisque c'est elle qui répartit les différentes bandes de fréquences via le TNRF, le Tableau national de répartition des fréquences. Donc ça, c'est un combat qui est quand même assez prenant et où c'est vrai que, je ne dirais pas que nous sommes en conflit avec l'ARCOM, mais en tout cas, nous sommes en discussion et par rapport à ce mode de calcul qui nous apparaît totalement ubuesque par rapport à la réalité que l'on constate sur le terrain. Sinon, à part ça, le DAB+, progresse petit à petit. J'aurai loisir d'en reparler cet après-midi, avec un calendrier quand même qui a pris quelques retards en raison de la pandémie. Est-ce qu'il y a des questions ? Je me présente parce que je ne me suis pas présentée la première fois. Pauline Noack, directrice RCF pour la Haute-Normandie. Vous pouvez revenir sur l'explication sur le Small Scale DAB, s'il vous plaît. Sur le Small Scale DAB. Alors, il faut savoir que c'est une expérimentation, c'est même plus une expérimentation, c'est quelque chose qui a été mis en place au Royaume-Uni, qui est très en avance sur nous, sur la radio numérique terrestre. Le Small Scale DAB, très souvent, sont réservés, il n'y a pas de radio associative au Royaume-Uni, ce sont des radios dites communautaires, et qui parfois d'ailleurs ne couvrent que des quartiers. Donc très souvent, le Small Scale DAB, c'était une puissance de 500 watts de PAR, puissance apparente rayonnée, pour couvrir un quartier. Alors que l'allotissement local, c'était 4 à 6 kW de puissance. Donc on le voit, de toute façon, même en FM, nous, au niveau des radios associatives, on a ce problème-là. Enfin, je suis du sud-ouest, comme vous pouvez, enfin, comme mon accent le laisse deviner. Sur Toulouse, par exemple, les radios commerciales ont une puissance entre 3 et 5 kW de puissance apparente rayonnée. Les radios associatives, c'est 1 kW. Je crois que le maximum, d'ailleurs, c'est Radio Présence. Thibaut, tu me confirmeras, avec 3 ou 5 kW de puissance. Mais c'est l'un des rares exemples de radio associative sur une zone géographique donnée qui a une puissance équivalente aux radios commerciales. Donc le Small Scale DAB permettrait de couvrir une ville avec peut-être moins de puissance et surtout, à chaque fois, lorsque l'ARCOM établit un plan de fréquence, le plan de fréquence du DAB+, date de 2005, pour vous dire tout le retard que l'on a pris. Notamment en travaillant sur la base des France Bleues, des périmètres géographiques des France Bleues. C'est pour ça que vous constaterez que les allotissements étendus correspondent parfaitement à la zone de chalandise, entre guillemets, des différentes France Bleues. Et c'est à partir de ce plan de fréquence-là que l'ARCOM travaille.
imaginons, pardon, je vais beaucoup parler du sud-ouest. Vous avez, vous avez Bordeaux d'un côté, vous avez Mont-de-Marsan dans les Landes de l'autre. On peut imaginer qu'une même fréquence soit utilisée pour les deux zones. Mais parfois, les conditions atmosphériques peuvent évoluer et ça peut créer des brouillages. Le plan de fréquence mis en place en 2005 à lotissement étendu, à lotissement intermédiaire, à lotissement locaux, plus les allotissements métropolitains, prend en compte ce brouillage. Peut-être que le rapport de puissance permettant d'éviter le brouillage, cette différence-là pourra peut-être être abaissée avec le small scale DAB. Ça doit faire partie en fait des réflexions que l'on doit avoir pour lancer des expérimentations sur le terrain, pour que l'on puisse constater quel sera effectivement le brouillage constaté si on baisse en fait ce rapport de protection. Je n'arrivais pas à retrouver le terme, il est revenu, merci à mon cerveau. Rapport de protection donc entre deux fréquences qui peuvent être proches sur des zones moyennement éloignées. Donc voilà ce que nous on envisage au niveau du small scale DAB. On ne demande pas une puissance inférieure à celle des allotissements locaux. On souhaite que ça couvre la même... et puis surtout que les radios de communication sociale de proximité, les radios de catégorie A, soient majoritaires dans ces allotissements. Pourquoi ? Je vais vous donner l'exemple qui a été développé à Strasbourg, où là, c'est une expérimentation que l'on a effectuée. D'ailleurs, les premières expérimentations, elles se sont faites à Tarbes, là où se trouvent les studios de ma radio. Et en fait, on s'est aperçu, alors que tous les prestataires de services de diffusion nous disaient le DAB+, c'est hyper compliqué, vous n'allez pas arriver à le faire. Et puis un jour, c'était en 2002, au Salon de la radio, on s'aperçoit qu'il y a des solutions en open source, c'est-à-dire avec des solutions où vous ne payez pas la licence, qui sont libres de droit. On s'aperçoit qu'il est possible de faire des choses en DAB+, au niveau de l'encodage, au niveau du multiplexage. Et ensuite, au niveau de la diffusion, eh bien, c'est tout simplement les émetteurs de Canal+, qu'il y avait à l'époque lorsqu'ils émettaient en VHF. C'est la même bande de fréquence qui était utilisée. Donc, est-ce qu'on ne peut pas réutiliser certains émetteurs, certaines choses pour le faire ? Donc, tout ça, ça a été expérimenté chez moi et ça a été mis en place par la suite en Alsace et sur Strasbourg. Alors que les diffuseurs, c'était aussi le souhait de cette expérimentation, c'est de faire baisser les coûts drastiquement. Pour tout vous dire, les radios qui sont présentes sur le multiplex DAB+, de Strasbourg, elles payent 50 € par mois. Elles ont acheté le matériel avant, sachant que ce matériel peut être pris en charge par le fonds de soutien et la subvention d'équipement du fonds de soutien. Ça peut être aussi, il y a des collectivités locales et territoriales, voire même des régions qui peuvent financer une transition numérique. Donc le matériel a été acheté par les radios, 2000 € grosso modo en droit d'entrée, et ensuite elles payent 50 € avec renouvellement aussi, prise en compte du renouvellement du matériel. Alors que de notre côté, eh bien, par exemple ici sur Paris, vous allez payer 800 € par mois si vous êtes chez TDF. Désormais, les prix ils ont considérablement baissé en diffusion. Là, je sais que TDF sur Pau, par exemple, puisque moi je suis en pleine discussion pour déployer un allotissement sur Pau, les tarifs ils ont baissé à 300-400 €. Donc on voit quand même qu'on a démontré, nous, que ça fonctionnait très bien, avec des solutions en open source, qu'on faisait baisser drastiquement les prix. Et donc là, certains diffuseurs, TDF dans un premier temps, s'est aperçu du danger, parce que cette solution a été déployée ailleurs. Malheureusement, nous avons de plus en plus de difficultés à imposer cette solution. Pourquoi ? Parce que nous sommes minoritaires, même sur les allotissements locaux, où il y a surtout des radios commerciales qui sont présentes et qui, elles, ont l'habitude de travailler avec TDF ou Towercast, voire même qui ont des accords avec des accords qui permettent de faire baisser les prix. Lorsque vous avez plusieurs émetteurs, il est plus facile de faire baisser un prix lorsque vous avez un parc d'une vingtaine d'émetteurs que si vous n'avez qu'un seul émetteur. Donc voilà, nous ce que l'on demande, c'est que ce soit des multiplexes associatifs, véritablement, que l'on puisse bénéficier des points hauts, et nous en avons plusieurs au niveau des différentes radios associatives, et donc de faire baisser drastiquement le prix, ça sera beaucoup plus acceptable
pour nos radios déjà, et ensuite pour le fonds de soutien. Là, nous sommes aussi en discussion, j'ai oublié de le dire et de le préciser, pour qu'il y ait quand même une aide également à la double diffusion FM DAB+. Parce que sur certaines zones où nous sommes présents déjà en FM, si on couvre en DAB+, le nombre d'auditeurs potentiels, c'est le même. C'est-à-dire ça ne bouge pas. Le DAB+, nous sommes présents surtout par rapport... Parce qu'il faut être présent d'un point de vue technique. J'y reviendrai certainement cet après-midi. Donc là, on est en train de négocier sur une enveloppe spécifique, une aide spécifique à la diffusion, la double diffusion, FM DAB+. Et si la solution alternative avait été déployée partout, mais ça coûterait beaucoup moins finalement à la DGMIC. Nathanaël, directeur de Phare FM, juste pour confirmer la baisse des prix aussi. Sur Paris, pour un troisième émetteur, donc on rajouterait avec TDF seulement 50 € par mois. Voilà. Parce que les prix étaient très chers aussi. Autre exemple sur Metz, le choix a été décidé en hors taxe, 188 € par mois. Ça, c'est uniquement la diffusion, peut-être pas le multiplexage. C'est diffusion, ouais, il reste pas grand-chose pour le multiplexage puisque c'est 65 € après derrière, donc on est aux alentours de 250 €, c'est ça? Oui. Mais les prix ont drastiquement baissé et nous, on est plutôt fiers de ça. Juste un petit point aussi sur les conventions. Nous, on a alerté le CSA à l'époque, désormais l'ARCOM, parce que nous avions eu quelques problèmes au niveau du CTA de Toulouse. Pour faciliter le poids, en fait, du moins pour alléger le poids administratif sur nos petites structures. Donc nous sommes en train de travailler sur peut-être un allègement des conventions qui lient nos radios associatives à l'autorité de régulation. Alors ça, c'est vraiment des discussions qui viennent tout juste de démarrer. Je ne peux pas vous en dire plus à cette date-là, mais c'est quelque chose sur lequel nous travaillons pour que... on puisse avoir un allègement là-dessus, parce que notre média a l'impérieuse nécessité de se réinventer. Est-ce que tu peux préciser exactement de quoi il s'agit? Au niveau de la convention, il y a plusieurs choses. C'est par exemple sur la grille de programme, où parfois on vous demande à la seconde près combien fait une rubrique, une chronique. Enfin, voilà, j'aime bien ce mot ubuesque, mais oui, c'est totalement ubuesque. Nos radios, on ne va pas décider, d'ailleurs comme c'est d'actualité pour les radios nationales, je ne pense pas qu'à RMC, ils leur disent « bon alors le match, il fait combien? Il fait 2 fois 45 minutes et c'est ça, hein. » Donc il n'y a pas les prolongations dessus. Hein. Mais c'est la même chose pour nous. Lorsqu'on démarre une interview, on ne sait pas s'il va durer 5, 10, 15 minutes. Si la personne est intéressante, il va durer très longtemps. S'il ne connaît pas son sujet, on va écourter l'interview. Donc on ne peut pas demander encore plus sur des radios comme les nôtres où on a de très multiples intervenants et qui n'ont pas du tout l'habitude d'ailleurs de parler dans les médias, de pouvoir avoir quelque chose de très carré, de très précis à la seconde près. Ça, c'est totalement impossible, c'est injouable, sachant en plus que on fait parfois, voire même souvent, appel aux forces bénévoles de nos structures pour faire des émissions. Les bénévoles, ils ne sont pas tout le temps là. Donc l'émission, elle n'est pas tout le temps présente sur l'antenne. Voilà, donc on ne peut pas se conformer à une convention hyper stricte, notamment en ce qui concerne la grille de programme, plus le PIL, les IRL, tout ce que vous aimez bien remplir dans des tableaux, enfin, du moins j'espère. C'est très ironique ce que je viens de dire. Voilà, c'est vrai que mathématiquement, c'est joli. Mais concrètement, dans la vraie vie des radios associatives, ce n'est pas possible de se dire « Oh, top, vous arrêtez là, on a dépassé les IRL ». C'est pas possible. De dire « Vous allez parler un tout petit peu plus parce qu'on n'a pas rempli là, les IRL pour aujourd'hui ». Voilà. Oui, Gabriel Fancard, RCF Loire de Champagne. Je découvre, je ne suis pas très ancien comme président, que le CTA me demande de renouveler l'agrément. Et donc, j'ai l'impression qu'il faut que je réécrive tout. Alors qu'on fonctionne, chaque année, on a un dossier, on envoie nos... Et là, c'est un dossier énorme à refaire. Tous les 5 ans. C'est tous les 5 ans? Alors, il faut savoir, vous avez une autorisation qui est renouvelable 2 fois tous les 5 ans. Et ensuite, vous avez un énorme dossier où votre fréquence est remise en jeu. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez. C'était à Nancy. C'était à Nancy. Normalement, ça doit être un renouvellement des 5 ans.
Il n'y a pas d'appel aux candidatures qui est adossé à votre demande. Voilà, donc c'est un renouvellement des 5 ans et on va vous redemander de réécrire entièrement la convention, plus la grille des programmes et tout ce qui va avec. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ça c'est tous les 5 ans. Mais au niveau de la note d'activité que vous devez produire chaque année, il y a eu la volonté de la part d'un CTA de refaire quasiment une convention. C'est-à-dire on nous redemandait la grille de programme, on rendait le nombre de bénévoles, le nom des bénévoles, vos studios, est-ce que vous les avez gracieusement? Si c'est gracieusement, quelle contrepartie? Pareil pour les sites de diffusion, quels sont les métiers de vos bénévoles? Ils s'intéressent à quoi? Alors là, nous sommes montés au créneau. On a dit stop, c'est pas possible. La note d'activité se compose chaque année de la fiche d'identité de la radio, plus le bilan comptable, la fiche 4, je crois que c'est la fiche 4 et c'est ça, et du fonds de soutien, plus la note d'activité. C'est tout. Pas besoin de le dire et de savoir, est-ce que votre site de diffusion, est-ce que vous payez une location? Alors c'est bien, peut-être pour faire pour faire une synthèse et mieux comprendre peut-être le fonctionnement, et ça je le comprends tout à fait d'ailleurs de la part des CTA, de peut-être mieux comprendre notre fonctionnement en faisant des graphiques, des tableaux et en disant voilà, il y a X% de radios associatives qui finalement ont leur studio entièrement offert gracieusement par la municipalité ou autre, mais pour faire des tableaux, des perspectives ou autres, ça on fait appel directement aux fédérations régionales qui sont présentes et qui connaissent très très bien les radios et qui peuvent produire ce genre d'analyse pour qu'un portrait des radios de communication sociale de proximité soit dressé par ces mêmes fédérations. Et en tout cas, il y a moins de méfiance de la part de chaque éditeur que d'envoyer quelque chose d'aussi personnalisé et d'aussi intrusif. En tout cas, je suis ravi d'une chose, c'est que pour une fois où je parle du DAB+, personne ne s'endort, donc c'est très bien. Voilà, je voudrais vraiment remercier Jean-Marc qui intervient cet après-midi et comme vous avez pu l'entendre, il est extrêmement pertinent et pointu sur ces questions de relation avec l'ARCOM et au-delà de DAB+, et il a plein de provisions dans son sac à dos. Donc si jamais pendant son séjour parmi nous, vous voulez échanger avec lui, n'hésitez pas. Ça permet aussi de rappeler l'importance de tous ces bénévoles qui sont engagés dans les différentes instances, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national, à la FFRC, à la CNRA, et ainsi de suite. Parce que ce sont ces instances-là qui défendent votre corps de métier. C'est-à-dire vous faites de la radio. Vous avez un message, vous avez quelque chose à transmettre, mais pour que cela puisse se faire dans les conditions qui sont les vôtres, il faut que nous puissions défendre vos intérêts, les intérêts de nos radios. Pour cela, c'est vrai que c'est parfois pesant, parfois lourd d'être dans ces instances ou participer à tel ou tel congrès, réunion, etc. C'est très important parce que c'est une manière de se rendre visible. Et donc, je vous recommande très chaudement d'être présent aux États généraux de la CNRA parce que c'est l'occasion. C'est 28-29 octobre à Nancy. Et on va regarder avec la FFRC. À l'époque, ils vont souhaiter qu'on sponsorise les radios, c'est-à-dire qu'on prenne en charge les déplacements des radios pour être présents lors de ces états généraux. On apprend plein de choses, on se rend compte dans l'altérité, puisque avec des radios qui ne sont pas chrétiennes, et on est sur le même territoire. Voilà, c'est vraiment important d'y être. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à vous. Merci à tous les deux.